Alors, dans l'introduction, je vous disais que je voulais rebondir sur ces questions de droit international privé que Angélique, Paul et Sophie vous ont présentées avec talent, parce que on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et dès lors qu'on est marié sans contrat de mariage, dans un régime légal, dès lors qu'on a un élément d'extranéité, on va se trouver confronté à ces problématiques-là. Et l'aléa du décès, nous, on le vit, les notaires le vivent, eh bien, on a des événements, pour une boîte comme nous qui est assez importante, on a des événements, des décès tous les mois, et ces problématiques-là, dès lors qu'il y a un élément d'extranéité, sont mises en œuvre. Et on a eu l'occasion d'intervenir sur un dossier emblématique, c'est l'affaire Hallyday. L'affaire Hallyday, lorsque Johnny Hallyday est décédé, le juge américain a été sollicité pour savoir est-ce que Johnny Hallyday était bien, en application du règlement européen, résident habituel aux États-Unis. Auquel cas, c'était le droit civil américain qui allait s'appliquer à la liquidation du régime matrimonial, et de ce fait-là, les deux aînés allaient être exhérédés. Et on dit souvent qu'on ne peut pas déshériter des enfants, parce qu'en France, on a cette notion de réserve héréditaire, qui est une réalité, mais qui ne fait pas partie du droit international privé français, qui n'est pas d'ordre public à ce titre-là. Et en ramenant la succession en France, parce que le juge américain a estimé que M. Hallyday et sa famille n'étaient pas résidents habituels aux États-Unis, eh bien, les aînés ont récupéré leur réserve héréditaire. Et ces problématiques-là, et je vais faire le lien avec notre présentation, dès qu'on touche aux masses civiles, on touche au fiscal. Voilà. Alors, en quelques minutes, parce qu'on ne veut pas être trop long, puisque deux présentations, ça fait quand même 1h30, on va vous balayer quelques sujets fiscaux, quelques éléments de solution patrimoniale que l'on pratique dans un environnement économique qui est quand même anxiogène, avec des taux d'intérêt qui remontent. Donc, quand on veut faire du crédit immobilier, je crois qu'en Italie, on fait beaucoup de crédits immobiliers à taux révisables. En France, on fait plus de taux fixes. Et dans les deux cas, on a vu les taux fortement monter. On est dans un contexte inflationniste. Et donc, quand on parlera des solutions patrimoniales, on va essayer de vous donner quelques éléments, quelques pistes de réflexion. Parce que quand on épargne, quand on a des liquidités, quand on vend un bien immobilier, qu'est-ce qu'on peut faire de son argent ? Et notre rôle, le rôle de conseil, c'est d'essayer de faire gagner de l'argent à nos clients et de ne pas lui en faire perdre, par nature. Alors, nous, on intervient dans différentes matières, qui sont des matières extrêmement réglementées en France, peut-être pas comme les notaires qui sont des officiers ministériels, mais on vit de notre côté une véritable anxiété quand on a l'AMF qui déboule dans nos bureaux pour contrôler que la régularité de nos dossiers clients est conforme à ce que nous a imposé les réglementations de 2008 et de 2018. Donc on a différents métiers, je vais passer dessus parce que on pourra en discuter après. Ce qui est important, c'est d'essayer d'aborder les sujets fiscaux. Et donc, dès lors qu'on a un élément d'extranéité, par le biais du mariage, par le biais de sa résidence fiscale, qu'on a des revenus dans un pays, dans les deux pays, qu'il va y avoir un élément d'extranéité, eh bien, si vous êtes français et que vous résidez en Italie et que vous avez du patrimoine en France, le Code général des impôts va vous donner une obligation fiscale qui va être déclarative, mais limitée à vos revenus de source française. Et donc, la première chose que va faire le Trésor public, c'est quand vous faites une déclaration, parce qu'il y a des textes spécifiques qui vont s'appliquer aux non-résidents, et qu'on va voir juste après, eh bien, le Trésor public va se dire, mais cette personne, elle est en Italie, mais est-ce qu'elle est vraiment en Italie? Est-ce qu'elle n'est pas en fait, au sens du droit interne français, résidente fiscale en France? Et à ce titre-là, il y a un texte qui est l'article 4B du Code général des impôts, qui est un texte fondateur de la notion de résidence fiscale, qui établit trois critères qui sont hiérarchiques et alternatifs. Le premier critère, il est d'ordre personnel, c'est le foyer. Et la notion de foyer, elle est assez restrictive, c'est les parents, les ascendants, les descendants. Et dans la deuxième partie de la phrase de l'alinéa 1 de l'article 4B, il y a le lieu de séjour principal, c'est la notion de 183 jours. Et donc, si vous résidez de plus de 183 jours en Italie et que vous résidez en famille en Italie, le premier critère ne sera pas réalisé, on va passer au deuxième critère, qui est un critère d'ordre
personnel. C'est professionnel, pardon. Professionnel, le troisième est personnel. Le deuxième critère professionnel, c'est le lieu où vous avez votre activité professionnelle à titre principal. Et donc, si vous n'avez qu'une activité accessoire en France et que vous résidez en Italie, que vous y passez plus de 183 jours et que vous y avez votre activité professionnelle, voire que vous y passez votre retraite, eh bien, le deuxième critère ne sera pas réalisé. On va passer au troisième critère. Troisième critère sur lequel on n'a pas de jurisprudence du Conseil d'État, ni de la Chambre administrative de la Cour de cassation, mais qui a posé quelques difficultés, c'est la notion du centre des intérêts économiques. Et il y a eu un sujet avec un retraité français qui était parti au Cambodge, qui travaillait pour une ONG et qui avait un gros patrimoine, et pour lequel, mais qui avait qu'une seule source de revenus. Son patrimoine était non frugivore, il avait une très belle propriété à l'île d'Oléron qu'il ne louait pas. Et au titre de ces centres des intérêts économiques, il n'avait qu'une pension de retraite de source française. Le juge de l'impôt a voulu le requalifier en France. Alors aujourd'hui, ça n'est pas arrivé devant la Chambre administrative de la Cour de cassation ou devant le Conseil d'État. Pour autant, ce troisième critère peut poser quelques difficultés. Et donc, quand on a regardé ces trois critères et qu'il y a une difficulté ou qu'il n'y en a pas, on va regarder ensuite, quand on réside dans un pays, et c'est le cas de l'Italie, s'il y a une convention fiscale. Et les conventions fiscales de l'OCDE vont définir où sont taxés les revenus de sources étrangères. Est-ce qu'ils seront taxés en Italie? Est-ce qu'ils seront taxés en France? Est-ce qu'ils seront taxés de chaque côté? Et surtout, comment on va éliminer le risque de la double imposition? Voilà. Et il y a un vrai sujet sur l'élimination de la double imposition, car dans la hiérarchie des lois, s'il y a un conflit entre le droit interne et le traité, dans la hiérarchie des lois, s'imposera toujours au droit interne, puisqu'il est supérieur au droit interne. Mais une convention fiscale n'a pas pour vocation d'organiser une double exonération. Et je vous donnerai à titre d'exemple un certain nombre de conventions fiscales qui, sur des revenus de source française et dans le pays de résidence fiscale, font qu'on n'est pas taxé ni d'un côté ni de l'autre. C'est les conventions avec les pays du Golfe, avec les Émirats, mais en Europe, il y avait une convention avec le Portugal qui, au travers d'un statut particulier, le statut de non-résident habituel, faisait que pour des retraités qui allaient au Portugal, ils n'avaient pas de retenue à la source en France, ils n'en avaient pas au Portugal, par le statut de non-résident habituel. Et de ce fait-là, la convention fiscale faisait qu'il y avait une double exonération. Et ça a amené les autorités portugaises, pour éviter de voir l'administration fiscale française demander à notre gouvernement de dénoncer la convention fiscale, ce qui est déjà arrivé. Il n'y a pas très longtemps, la convention entre la France et la Suisse a été dénoncée sur les successions par rapport à des droits mobiliers sur la détention par des résidents suisses de biens immobiliers en France au travers de sociétés civiles. Eh bien, les pensions de retraite de source française ne sont toujours pas taxables en France pour un non-résident habituel au Portugal. Par contre, maintenant, depuis 18 mois, elles subissent une retenue de 10% au Portugal, de manière à ce qu'il n'y ait pas de double exonération. Et donc la convention fiscale, et c'est là où je veux en venir, elle va établir des règles importantes qui vont éliminer la double imposition dans toutes les catégories de revenus. Et il y a des conventions fiscales qui vont traiter de la fiscalité de l'impôt sur le revenu, et la France est le pays au monde qui en a signé le plus, et elle signe pas mal d'avenants aujourd'hui dans le cadre de la norme d'échange d'informations et d'assistance administrative sur le plan fiscal. Et il y en a une avec l'Italie, qui existe et qui est appliquée depuis 1992, mais il existe également, et il y en a beaucoup moins, je crois que la France a signé à peu près 160 conventions fiscales aujourd'hui, il y en a 38 ou 39 sur les successions, et il y en a moins de 10 sur les donations. Par contre, pour un résident en Italie, vous bénéficiez de l'ensemble de ces conventions pour éliminer les risques de double imposition. Alors, que dit la Convention en fonction des catégories de revenus? La Convention fiscale, elle dit que les revenus immobiliers sont imposés dans le pays de situation de l'immeuble. Les dividendes de source française sont imposables en Italie avec une retenue à la source en France.
les intérêts français. Alors sous la rubrique intérêts, c'est souvent l'article 10 ou 11 des conventions fiscales. Ça peut être une obligation des intérêts, mais c'est surtout les revenus des contrats d'assurance vie. Si votre contrat d'assurance vie est détenu et souscrit auprès d'une compagnie d'assurance française, dans la convention fiscale, il est prévu une retenue à la source de 10% en France, qui sera déductible d'un impôt en Italie ou pas, suivant la catégorie de revenus, puisqu'il y a en Italie, on le verra un petit peu plus loin, une imposition forfaitaire qui ne permet pas de bénéficier de l'élimination de la double imposition, auquel cas cette retenue à la source serait définitive en France, et il y aurait un impôt complémentaire sur les produits d'assurance vie de source française pour un ressortissant en Italie, qui serait, si je ne me trompe, de 26%. Et la double imposition s'élimine par le jeu du crédit d'impôt, théoriquement. Donc l'impôt payé en France sera déductible pour la même catégorie de revenus de l'impôt payé en Italie. On ne paiera pas deux fois pour la même catégorie de revenus, théoriquement, sauf le cas où le prélèvement forfaitaire aura à s'appliquer en Italie, et à ce moment-là, l'élimination de la double imposition ne fera pas bénéficier le contribuable italien du crédit d'impôt. Il y a, pour un non-résident fiscal, deux textes qui sont extrêmement importants au titre de l'impôt sur le revenu. Il y a l'article 182A qui va s'appliquer à tout ce qui est traitement, salaire, pension de retraite. C'est un barème progressif qui est à plusieurs tranches, 0, 12, 20% et plus. Et cette retenue à la source sur cette catégorie de revenus sera déductible du barème progressif italien sur la même catégorie de revenus qui sera aussi à déclarer en Italie. Alors il y a eu tout un débat suite à la signature de la Convention et son application en 92 sur la définition de ce qu'étaient les pensions de retraite, et la Direction Générale du Trésor, DGFiP, et le Trésor italien, je ne sais pas comment il s'appelle, Agenzia delle Entrate. Voilà, ont échangé des lettres qui permettent de définir d'un côté et de l'autre quelle catégorie de pension de retraite, et ça a été fait en 2000. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de risque de ne pas voir une pension de retraite, qu'elle soit publique ou privée, et une pension privée, c'est une pension de la sécurité sociale au sens de cette lettre-là. Une pension publique, c'est la pension qui est délivrée aux fonctionnaires de l'État français qui prennent une retraite, le cas échéant, en Italie. Et dans ce cas-là, en tout cas pour les retraités de la fonction publique, qui ont la nationalité française, il y aura une retenue à la source au barème de l'article 182A, 0, 12, 20 et plus. Par contre, il n'y aura pas le jeu des crédits d'impôt parce que la pension de la fonction publique ne sera pas taxée en Italie, sauf si cette personne a également la nationalité italienne. Voilà. Auquel cas, il y aura une imposition en Italie avec la déduction du crédit d'impôt qui sera sur la pension de la fonction publique. Les pensions privées, elles, subiront d'office la retenue à la source de l'article 182A et également la déclaration en Italie et le jeu des crédits d'impôt naturel. Le deuxième article est celui qui est peut-être le plus sensible parce qu'il va concerner tous les autres revenus et notamment les revenus du patrimoine immobilier. C'est l'article 197A. Et à la différence de l'article 182A ou du barème progressif de l'impôt sur le revenu en France, le barème concernant les revenus fonciers ne démarre pas à 0, il démarre à 20%. Et c'est effectivement confiscatoire. Je rajouterai à cela, et c'est d'actualité puisque au Sénat a été déposé un amendement dans un collectif budgétaire pour faire disparaître les prélèvements sociaux des revenus du patrimoine immobilier, ça date d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il soit validé lorsque ce collectif budgétaire devrait être voté. Toujours est-il que à cette imposition de l'article 197A, vous allez voir se rajouter, quand on est résident dans un État de l'Union européenne, 7,5% de prélèvement de solidarité. Quand on est en France ou hors de l'Union européenne, ce sera 17,2% correspondant aux prélèvements sociaux, ce qui est véritablement confiscatoire. Et dès lors, donc, quand on a un résultat foncier, je dis bien résultat foncier, supérieur à 26 070 €, eh bien, on va avoir une taxation à 30%,
et en dessous à 20%, auquel on va rajouter 7,5% de prélèvement de solidarité. Donc une imposition de 27,5 ou de 37,5. Et cela ne veut pas dire que ces revenus de source française ne subiront pas aussi l'impôt en Italie avec le jeu des crédits d'impôt. Donc si le barème en Italie est supérieur, eh bien on paiera la différence au trésor italien. Si le barème est inférieur, on ne va pas vous restituer, on ne va pas écrêter l'impôt, vous le restituer comme un crédit d'impôt positif. Donc, la fiscalité foncière, elle est extrêmement lourde, mais il est possible de l'optimiser par des régimes de droit commun que sont les régimes des déficits fonciers. Ils sont aussi d'actualité, mais les non-résidents ne seront pas éligible à la réforme fiscale si elle a été votée dans la loi de finances et les collectifs budgétaires pour 2023. Notamment, il y a la loi climat d'août 2021 qui va imposer à des gens qui ont des biens immobiliers loués en France, qui sont des passoires thermiques, de faire des travaux. À défaut, les bâtiments, les immeubles, les appartements classés catégorie F et G, déjà à compter de 2022, du 1er janvier 2023, on ne pourra plus augmenter les loyers et on ne pourra plus louer les appartements de ces catégories-là à partir de 2025. Donc soit on les vend vite, soit on va déclencher des travaux si ce sont des biens en locatif, et à ce moment-là, les travaux vont pouvoir passer en déficit foncier. Et pour des gens qui ont des appartements plutôt récents et qui n'ont pas cette problématique de passoire thermique, eh bien optimiser sa déclaration d'impôt, et à la fin de la présentation, on vous a fait 3 avis d'imposition avec les mêmes variables sur un véhicule particulier qui permet d'optimiser sa fiscalité en tant que non-résident. Juste pour vous apporter un petit peu de réflexion sur la capacité qu'on a d'optimiser fiscalement une déclaration d'impôt. Et donc, les revenus du patrimoine immobilier, là je ne parle même pas des plus-values, vont subir une fiscalité assez lourde. Alors, comme le temps nous est imparti, nous n'avons pas mis de slide sur la taxation des plus-values immobilières. La taxation des plus-values immobilières, pour un non-résident fiscal français, il va bénéficier des mêmes textes que les textes français pour un résident. Donc taxation, s'il y a une plus-value taxable de 19% plus 17,2 ou 7,5. Et il bénéficiera également des abattements. C'est 22 ans pour avoir l'exonération d'impôt sur les plus-values et 30 ans sur les prélèvements sociaux. Et nos amis notaires ne me contrediront pas, les notaires français connaissent assez mal, sauf Chevreux, parce qu'ils pratiquent des non-résidents au quotidien, il y a certains textes spécifiques qui s'appliquent aux non-résidents et qui permettent d'éluder la plus-value, parce que si la plus-value est taxable en France, en Italie, après 5 ans de détention, il n'y a plus d'impôt sur les plus-values. Ça voudrait dire que si vous détenez un bien en France, vous avez une plus-value taxable, et vous auriez eu le même bien en Italie, vous l'auriez détenu depuis plus de 5 ans, vous n'auriez pas payé d'impôt sur la plus-value. Et donc là, vous n'aurez pas de crédit d'impôt. Sauf si vous vendez dans les 5 premières années. Et encore, je ne connais pas la fiscalité des plus-values italiennes, mais... 19%. 19%. Donc c'est un vrai sujet. Et si vous êtes amené à céder un bien immobilier en France, consultez votre notaire, consultez Chevreux, parce qu'il y a l'article 150 U2, deuxièmement, qui est spécifique aux non-résidents, qui permet de bénéficier d'un abattement, et c'est la personne physique, c'est pas le foyer ou les détenteurs du bien, c'est un abattement qui est attaché à la personne physique. On ne peut en passer qu'un seul, même si les époux le détiennent en communauté, on peut en passer qu'un seul sur la cession, mais on rajoute une exonération de 150 000 € sur les plus-values. Donc c'est important de consulter un notaire. Et puis pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, il y a un deuxième abattement qui est concurrent du premier, où on utilise le premier, où on utilise le second, qui permet de céder une habitation principale, je n'ai pas dit la résidence principale, une habitation principale qu'on a occupée au titre de la résidence principale au 31 décembre de l'année qui suit le départ de France, en exonération totale de plus-value, comme si ça avait été votre résidence principale en France. Voilà. Ce sont 2 textes spécifiques dont il faut savoir profiter et que les notaires traditionnels, qui n'ont pas de clientèle non résidente, connaissent très mal et risquent de zapper. Donc c'est important, si vous êtes amené à vendre des biens, de
de faire tous les calculs qui s'imposent. Et même si le bien est loué, il faut qu'il soit plus loué après 10 ans au 1er janvier de l'année qui précède la cession. Je n'ai pas le temps de développer le sujet, mais c'est une vraie matière. Et traditionnellement, quand on a une salle assez importante comme cela, on pose 2-3 questions. Qui fait une déclaration de revenus fonciers en France? Je ne suis pas un agent du fisc. Et qui a un contrat d'assurance vie en France? Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, la matière fiscale est une vraie matière, c'est un vrai sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, pour ces différentes catégories de revenus, comment ça va se passer en Italie. Et donc, quand on regarde le pendant de l'article 182A qui établit un barème de 0,1220 et plus, eh bien, c'est l'IRPF de 23 à 43%, l'article 24 de la Convention bilatérale, qui va s'appliquer au traitement salaire et retraite. OK? Et donc, on ne va pas imposer 2 fois là. C'est le jeu des crédits d'impôt. Par contre, pour ce qui est dividendes, intérêts, coupons, c'est des obligations, c'est-à-dire des revenus. Le dividende, c'est un revenu. Et les plus-values mobilières, eh bien, s'il y a un impôt à la source en France, comme sur les contrats d'assurance vie, vous allez subir une deuxième imposition à 26% sur la même catégorie de revenus en Italie. Les seuls revenus qui ne seront pas assujettis, ce sont les plus-values mobilières, parce que le 244 bis A du Code général des impôts en France exclut la taxation des plus-values sur valeur mobilière pour les non-résidents. Mais pour tous les autres revenus en tant que tels, dividendes, intérêts, revenus des obligations, vous allez subir une double taxation. Et c'est pour ça que très souvent, et je le dirai tout à l'heure, on fait l'apologie de l'assurance vie au Luxembourg, parce que dans la convention fiscale, eh ben, il n'y a pas de retenue à la source au Luxembourg, alors que sur le même contrat d'assurance vie en France, vous aurez une retenue à la source de 10% qui subira ensuite les 26%. Ça fera 36% cumulatif. Alors, il y a un dispositif d'impatrié en Italie. Je ne sais pas s'il est extrêmement pratiqué. De plus en plus. De plus en plus. Tu peux peut-être dire un mot dessus? Oui, je pense que ça mérite. C'est un bref rappel, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Il a été amélioré. Il a d'origine, ce qui est 50% d'abattement sur vos revenus professionnels, pas les revenus du patrimoine, donc des revenus professionnels italiens, salaires, mais aussi travailleurs indépendants. La première version en 2015 était partie sur 50% d'abattement. Depuis 2019, on est à 70% d'abattement. C'est pour 5 ans et il y a des conditions et des indemnités de renouvellement pour bénéficier de 5 années supplémentaires qui sont particulièrement intéressantes. J'ai le cas aussi de personnes qui ont 3 enfants à charge qui vont renouveler pour 5 ans à 90% d'abattement, ce qui fait de l'Italie un paradis fiscal, mais presque. Bon, c'est un statut qui est un peu lié au statut Beckham de l'époque, qui existe également en France. Il existe en France on ne l'a pas présenté parce que là je répète qu'on n'a vraiment pas le temps, mais il existe sur l'IFI et sur les revenus avec des durées assez différentes. Sur l'impôt sur la fortune immobilière, vous ne paierez pas l'impôt sur la fortune immobilière si vous avez été non-résident de façon continue pendant plus de 5 ans sur l'ensemble de vos actifs immobiliers non français. Voilà, à compter de votre tour. Et le statut d'impatrié sur les revenus, qui est assez technique, c'est sur lui une durée de 8 ans. Que je passe rapidement. Alors, l'Italie n'est pas un paradis fiscal, par contre, sur l'imposition du patrimoine. Même si les Italiens vous disent, oui, mais vous, les Français, vous avez un impôt sur la fortune, oui, mais en Italie, il y a en fait 2 impôts spécifiques qui existent dans la version, on va dire, nationale et la version internationale pour les biens qui sont situés à l'étranger depuis 2012. Le problème, alors l'IVA 02, c'est ce qu'ils appellent en Italie le BOL, le due per mille. Ça, de toute façon, quoi que vous fassiez en France, en Italie, partout, ça va fonctionner tous vos placements financiers dans tous les cas.
Par contre, ce qui est particulièrement pénalisant pour nous qui détenons des actifs immobiliers à l'étranger, c'est l'IVA, c'est l'IMU pour les biens immobiliers situés à l'étranger, et on est à 0,76. Et le problème, c'est la base imposable. En Italie, l'IMU, c'est sur la valeur cadastrale des biens italiens, donc généralement la moitié, même voire le tiers de la valeur économique du bien. Par contre, le fisc italien disant je n'ai pas la même valeur de référence sur les biens étrangers, souvent ça va s'appliquer sur la valeur d'achat. Si vous avez acheté il y a 30 ans, 30, 40 ans, c'est bien. Si vous venez de l'acheter, c'est moins bien. On peut s'amuser à faire une valeur cadastrale avec un avis d'apposition des taxes foncières, si vous voulez, je vous fais le calcul, mais c'est pas toujours très intéressant. Et 0,76 annuel, quand même, ça vient un petit peu voilà, redimensionner un projet d'investissement locatif en France qui serait assujetti à cette fiscalité. Heureusement, on a une solution. On n'a pas de pétrole, on a des solutions, c'est pour ça. On a quelques parce que voilà. Il faut savoir quelque chose de bien particulier, que la nue propriété, ça peut être le viager, mais en fait, en termes d'investissement, de la nue propriété temporaire, on n'a pas trop le temps de développer là-dessus, mais si vous voulez, je vous expliquerai le principe. La nue propriété n'est pas imposable à l'IVA. C'est uniquement l'usufruitier ou le plein propriétaire qui doit payer l'IVA. Donc il est possible en France d'acheter des appartements, des biens immobiliers neufs en régime de nue propriété temporaire, généralement 15 ans. Vous ne payez que la quote-part de nue propriété, vous ne subissez aucune imposition pendant la durée du démembrement. Le bien ensuite va devenir vers la réunion de la nue propriété d'usufruit, voilà, en pleine propriété. Et donc c'est un dispositif qui est très pratique pour investir en immobilier et échapper à l'IVA avec d'autres avantages spécifiques au régime. La autre chose, c'est qu'Olivier en a parlé, effectivement, vous pouvez éviter, alors l'IVA, vous n'allez pas l'éviter, mais par contre, effectivement, vous allez éviter la fiscalité française en ouvrant un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Alors, l'assurance vie luxembourgeoise, j'y reviendrai tout à l'heure, par rapport à l'assurance vie française et aux garanties dans cette période de hausse des taux brutaux. Est-ce que les compagnies d'assurance françaises pourraient faire face à des rachats massifs et est-ce qu'il y aurait un risque de crise systémique sur les compagnies d'assurance françaises? Et je vous donnerai mon point de vue tout à l'heure, et c'est un point de vue purement comptable. Ça n'a rien à voir avec l'enveloppe fiscale de l'assurance. Alors, ça, c'est quand même l'Italie, un véritable paradis en matière de droit de mutation à titre gratuit. Alors, pas totalement par rapport à la France. Je reviens sur mon petit cas à l'idée tout à l'heure. Quand on touche au mass civil, on touche au fiscal. Quand Laetitia elle a été obligée de reconnaître la réserve héréditaire des deux aînés, eh ben, elle s'est débrouillée pour récupérer le patrimoine français. Pourquoi? Parce qu'en France, il n'y a pas de droit de succession entre époux. Alors qu'elle aurait payé, avec un abattement, je crois, de 61 000 $ aux États-Unis, elle aurait payé au premier dollar. Et les aînés aussi, d'ailleurs. Donc les aînés, ils ont récupéré le patrimoine américain et elle s'est débrouillée pour récupérer le patrimoine français en franchise totale de droit de mutation à titre gratuit. Donc quand on touche au mass civil, on touche au fiscal, mais alors l'Italie et en France, donc, on a des règles d'abattement et on a un abattement en ligne directe et la ligne directe, elle marche dans les deux sens, hein, des parents vers les enfants, mais des parents vers les ascendants aussi, en cas de besoin, parce qu'on n'a pas toujours des parents aisés. Et donc, cet abattement de 100 000 €, il s'applique pour les donations, mais c'est le même abattement en matière de succession. On ne va pas pouvoir l'utiliser deux fois dans les 15 ans. On le rappelle dans les 15 années. En Italie, il n'y a pas un abattement, il y en a deux, pour les successions et pour les donations, et puis les viagers. Et il est à 1 million €. Et au-delà, on n'est qu'à 4%. Comparez les barèmes. Hein, voilà. Sur la valeur vénale. C'est pas la valeur vénale, c'est en matière, il y a une valeur d'expertise à un moment qui est communiquée en matière de succession. Et puis il faut savoir qu'en France, quand même, quand vous allez sur l'intranet des impôts, hein, vous pouvez retrouver, poser des questions, et puis vous avez l'endroit où vous avez un bien qui va rentrer dans la succession, et ben, il y a toutes les transactions du même coin. Et puis, quelqu'un qui veut être plus malin que tout le monde va céder son bien
pour payer moins de droits de mutation à titre gratuit en France avec une décote de 50%. Il va revendre le bien avec une énorme plus-value un an après. Il va venir dire, mais je ne comprends pas, on est venu me chercher sur les droits de mutation à titre gratuit, sur les plus-values, sur les prélèvements sociaux. Mais c'est sûr, le fisc, il voit tout. Donc il faut, le pas vu, pas pris, il faut éviter. Alors, on rencontre plein de gens qui ne déclarent pas les revenus fonciers en France. On ne peut pas leur dire qu'ils ont raison. Mais ceux qui font ça depuis 20 ans, ils ont gagné, ils sont gagnants. À l'inverse, il vaut mieux qu'ils provisionnent le risque fiscal le jour où l'administration fiscale viendra leur frapper à la porte. Et c'est valable aussi du côté italien sur les impôts qui sont pas déclarés, comme les revenus fonciers de source française, qui ne sont pas déclarés en Italie, sur le fondement que on a payé en France et qu'on n'a pas à déclarer en Italie. C'est pas vrai. Et si on a un gros patrimoine, on va se retrouver à un taux de 43%, alors qu'on serait peut-être en France qu'à 27,5%. La différence, elle est due au trésor italien. Donc le jour où ils viennent vous chercher, alors je ne sais pas quelles sont les durées de rappel, 5 ans, 6 ans ici 5 ans. 5 ans ici 6 ou 3, ça dépend. en France? Ouais. Oui, 6, 3, voire 10 s'il y a la mauvaise foi en France. Voilà. Je vais juste rajouter, je me permets. Oui, c'est souvent à l'occasion d'une succession, en fait, où on peut avoir ce rattrapage en matière d'impôt sur le revenu, en matière d'IFI également. Voilà. Sachez qu'à un moment donné, il y a l'administration qui va tomber. Autre atout de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est que les capitaux d'essai seront hors succession en Italie. Et il y aura une neutralité fiscale de la part de la compagnie d'assurance luxembourgeoise. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Le contrat d'assurance vie luxembourgeois, quand on réside en France, fiscalement, il sera traité comme un contrat d'assurance vie français. On parle de la portabilité des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Pour un résident en Italie, un contrat d'assurance vie luxembourgeois, il sera traité fiscalement comme un contrat d'assurance vie italien et donc il sera exonéré au titre des droits de mutation et titre gratuit. Alors, ce serait pas mal que tu expliques ça. Tu l'expliques Oui, alors, mieux que moi, qui connais parfaitement le droit fiscal italien. Donc effectivement, l'opportunité qui pourrait se présenter à planifier une succession en procédant à des donations lorsque vous êtes en Italie, elle est particulièrement pertinente. Elle est pertinente dans un cadre général pour, même pour les Français résidents, pour diminuer effectivement la base imposable et planifier les choses. Mais on se rend compte que grâce à la Convention, vous pouvez être résident d'Italie, donc donateur, celui qui donne, et avoir des bénéficiaires qui pourraient même être en France. Donc c'est assez courant, des parents qui sont en Italie pour des raisons professionnelles ou retraités, des enfants qui sont en France, entrés en France, qui étudient en France, etc. Et normalement, la donation qui enrichit le bénéficiaire serait assujettie à la fiscalité française des donations. Et on n'aurait pas donc le bénéfice, franchise d'impôt d'1 million d'euros disponible en Italie. La Convention, dans certains cas, donc c'est toujours les donations, il faut quand même toujours bien planifier, bien étudier qui est qui reçoit quoi et où sont situés les biens, mais dans un certain nombre de cas, il est possible de procéder à une donation vers des bénéficiaires résidents fiscaux français en application de la Convention qui, dans le droit international qui prime sur le droit français, sur le droit national, la Convention ne prend pas en considération le lieu de résidence des bénéficiaires. Par conséquent, il ne prend en conséquence que le lieu de résidence du donateur. Et dès lors que le donateur est résident italien, c'est effectivement la fiscalité italienne qui va s'appliquer. Et vous pourrez donc transmettre à des enfants ou à des parents jusqu'à 1 million. Même sans lien de parenté, ça peut être très intéressant. On a un barème spécifique aussi en Italie sans lien de parenté qui est beaucoup plus intéressant que le barème français. Alors, dernière partie, pour ne pas être trop long, je vais me rendre directement sur le dernier slide. Je sais qu'il y a un point particulier sur la trésorerie des revenus immobiliers de source française. Je reviendrai dessus. Voilà.
Oui, peut-être que Je reviendrai dessus après. Quelques exemples intéressants. Un avis d'imposition d'un non-résident sur des revenus à déclarer en France, sur des revenus fonciers. Quelqu'un qui a une pension de retraite de 22 222 €, il a le droit à l'abattement pour frais de 10%. Il a une pension de 20 000, pardon, il a une... je suis trop près. Il a des revenus globaux de 40 000 €. Il a une retenue à la source libératoire sur la pension de retraite au barème de l'article 182A, donc de 0,12-20%. Et il va se retrouver à payer, parce qu'il a des revenus fonciers, vous voyez, 20 000 € imposables, 12 000 € d'impôts qui se décomposent 4 982 € au titre de la pension de retraite, l'article 182A. L'impôt sur le revenu sur le patrimoine immobilier, c'est 20%, 4 000 €, et 7,5% ou 17,2%, en l'occurrence, je crois que là on a mis 17,2, mais on aurait dû mettre peut-être 7,5, c'est un slide qu'on utilise pour un peu toutes nos présentations, ce qui représente 3 440 €. Donc une fiscalité globale de 12 422 € pour un non-résident. En cas de retour en France, on a, parce qu'on a un barème à 0 sur les revenus, et sur les revenus fonciers aussi, hein, on ne démarre pas à 20%, on va se retrouver avec une imposition qui va sensiblement baisser, puisqu'on va passer de 12 000 à 9 300 €. Et alors, là on fait l'apologie d'un véhicule, j'en parlerai un petit peu plus longuement sur le dernier slide qui vient juste après. On fait l'apologie des SCPI européennes, pourquoi? Les SCPI, en fait, elles sont françaises, ce sont des sociétés civiles de placement immobilier, qui sont françaises, qui font appel public à l'épargne, donc elles sont contrôlées par l'AMF, mais elles achètent des actifs d'immobilier d'entreprise. Certaines sont spécialisées, on estime qu'elles sont spécialisées quand elles ont 70% d'une typologie d'un bien en immobilier d'entreprise, par exemple des bureaux, des commerces, de la logistique, elles peuvent avoir de l'hospitalité, hôtels, maisons de retraite, etc. Et le marché de la SCPI était un marché qui était extrêmement étroit jusqu'en 2007, puisque la collecte sur les véhicules SCPI était de 700 millions d'euros en 2007. En 2022, on n'a pas encore les chiffres, mais on les anticipe, on sera à 12 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que ce sont des véhicules qui sont devenus très intelligents, parce que parallèlement à cela, les non-résidents comme les résidents investissaient dans les contrats d'assurance vie sur des supports qu'on appelait les actifs en euros. Or, les actifs en euros, ce sont des véhicules qui sont très français, qui garantissent un capital et un rendement, et qui montent comme des escaliers tous les ans en fonction du taux de rendement des actifs. Et en 2007-2008, les actifs en euros donnaient des performances nettes à l'investisseur sur son contrat d'assurance vie de 5%. La seule difficulté, c'est que les contrats d'assurance vie sur ces actifs en euros, leur sous-jacent économique, ce sont des emprunts d'État. Et que les dettes souveraines qui étaient émises à l'époque à 4-5%, juste à la période très récente, elles étaient émises à des taux négatifs. Et donc le rendement de ces actifs a tellement chuté, alors ils mettent toujours un peu d'immobilier dedans, un peu d'actions, de manière à donner une performance positive, mais le rendement moyen est passé à 1,20%. Et donc parallèlement à cela, les SCPI sont montés. Pourquoi? Parce que pour les SCPI qui achètent de l'immobilier d'entreprise, en France, elles bénéficient du régime des baux commerciaux. On ne sort pas d'un bail commercial comme ça en France. On ne peut pas donner son congé, s'en aller et dire ben, on se reverra une autre fois. Non, on est tenu de respecter l'échéance du bail, et si on veut partir, on va rester solidaire d'un preneur éventuellement jusqu'à l'échéance du bail. Et le bail, il va avoir une durée de 9, 10, 11 ans. Il peut même avoir des durées beaucoup plus longues. On va passer chez un notaire, et c'est notamment l'intérêt d'aller sur des véhicules qui ont de l'hospitalité, écoles, maisons de retraite, etc. Toutes les grandes écoles en France, les subdeco, aujourd'hui les murs appartiennent à des SCPI. Les murs des hôtels Accor appartiennent à des SCPI, etc. Pourquoi? Parce qu'on a des baux long terme de 18 à 25 ans. Et ça sécurise la rentabilité de l'opération. Et jusqu'à la période récente, on avait une performance moyenne de ces véhicules nette de tous les frais, et avant impôt sur des véhicules français de 4,50% en 2021.
Sauf que depuis 2011, certains gérants se sont spécialisés sur des SCPI françaises qui achètent 100% des immeubles hors de France. Et le gros intérêt pour un non-résident, c'est qu'il n'aura même plus de déclaratif à faire en France, puisque les immeubles, là c'est la loi du lieu de situation des immeubles qui va s'appliquer au sens fiscal du terme, et donc sur l'IFI comme sur les revenus, il n'y a plus aucune déclaration à faire, et il y a un impôt à la source qui est fait. Et il y a les plus beaux véhicules du marché qui sortent une performance moyenne nette et nette d'impôt à la source de 5%. Et la particularité sur les slides précédents, c'est que en Italie, si vous ne percevez pas le revenu, s'il est capitalisé, et c'est possible de le faire, eh bien, il n'y aura pas d'impôt, parce que vous n'aurez pas perçu le revenu. Donc ce sont des véhicules qui sont extrêmement intelligents. Et en cas de retour en France, eh bien, vous voyez là, pas de prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux rentrent dans le crédit d'impôt des conventions fiscales, et sur la même déclaration, vous voyez, les mêmes revenus. Alors il y a des règles de déclaratif, je n'ai pas le temps de rentrer dedans, suivant les conventions fiscales, soit on est en crédit d'impôt, soit on est en taux effectif. Toujours est-il qu'avec les mêmes variables fiscales, sur de la SCPI européenne par opposition à du revenu foncier de source française, ben, au lieu d'avoir 12 000 euros d'impôt, on n'en aura plus que 3 140. Donc c'est colossal comme avantage, et je n'aurais pas à le faire dans le dernier slide, et on peut les acheter à crédit. Et alors, tout dépend de son âge, on ne va pas faire un crédit à 60 ans ou à 65 ans. Encore que, on a des clients qui n'ont jamais construit de patrimoine, parce que ça c'est le fruit de 30 ans d'expérience. Hein. Moi j'étais patron, j'étais directeur général de la Banque Indo-Suez au début de ma carrière, et on partait à l'étranger, on avait des statuts d'expatriés, que certains ont peut-être encore. Et qu'à l'époque, quand j'ai commencé à bosser dans les années 80, les 2 tiers des gens qui partaient avaient un statut d'expat. Aujourd'hui c'est moins de 30%. Et donc tous les gens qui ont des très belles situations, hein, dans les multinationales, puisque il y a tous les programmes. Vous savez combien il y a d'Erasmus annuellement pour la France? Nos enfants qui partent dans des écoles de commerce, qui font des programmes à l'étranger, il y en a 38 000 par an. Nos enfants deviennent des citoyens du monde, et ils vont travailler dans des boîtes chinoises, des boîtes australiennes, et statistiquement, 80 à 85% des gens qui ont quitté la France de nationalité française reviendront un jour en France. Et s'ils sont en contrat local, ils ne cotisent plus au régime social français, ils ne cotisent plus au régime de retraite, et il faut bien se construire du patrimoine pour avoir du revenu à la retraite. Et donc, ce type de véhicules, quand on les achète à crédit, voire cash, permettent d'avoir du revenu optimisé fiscalement. Et tout à l'heure, nos amis notaires et Sylvain parlaient du démembrement de propriété. Alors, il y en a 2 types. Il y a celui qui est lié aux mutations à titre gratuit, donation-succession, où on va organiser ou subir la transmission, où lors d'un décès, le conjoint survivant va se retrouver théoriquement usufruitier et les enfants du propriétaire, mais également, il y a un schéma d'investissement où on ne peut acheter que la nue propriété de part de SCPI ou que la nue propriété d'un bien physique en France. Auquel cas, on va bénéficier d'une méthode mathématique d'actualisation des flux. Donc on ne va pas avoir de loyer, on ne va pas avoir de charge de copropriété, on ne va pas avoir de déclaration à faire. Et il y a un usufruitier temporaire qui va exploiter le bien comme un plein propriétaire pendant une durée limitée. Et lorsqu'on va signer l'opération d'acquisition du bien en propriété chez le notaire, on va signer dans la foulée la convention de démembrement qui établit les règles dans lesquelles le nu propriétaire va récupérer le bien. Et alors les clés de démembrement c'est 15 ou 20 ans, mais au bout de 15 ou 20 ans, le nu propriétaire redevient plein propriétaire, et dans la convention de démembrement, il est prévu dans 99% des cas qu'on lui restitue l'appartement dans lequel l'usufruitier l'a trouvé, c'est-à-dire s'il avait été acheté neuf, dans un état neuf. Voilà. Et à ce moment-là, il a une triple option, il l'occupe, il le loue, il le revend s'il veut éluder la fiscalité foncière, voire, et je n'ai pas le temps de développer le sujet, le transformer à l'article 151 7 pièces du Code général des impôts en loueur meublé non professionnel ou professionnel, qui permet à ce moment-là d'amortir le bien et d'avoir un résultat comptable proche de zéro, s'il est légèrement positif, des charges, des cotisations sociales limitées et la possibilité d'avoir un statut social en France. Alors c'est vrai que quand on est en Italie, ce que je dis ça paraît anodin, mais nous on a 50 implantations dans le monde et on a des gens qui ne sont pas rentrés en France depuis 10 ans et qui vont rentrer en France pour des raisons médicales
un moment pour des raisons de famille, parce que les enfants, les petits-enfants sont loin. Et à ce moment-là, reconstruire un environnement social en France, c'est pas inutile. Et l'UFE se bat pour ça depuis des années, de manière à ce que les droits de gens qui rentrent en France soient reconnus, même s'ils ont cotisé que provisoirement. Alors je vais passer sur je conclurai sur ce slide qui est assez synthétique. Alors, l'assurance vie, je vous en ai parlé. À l'assurance vie sont attachés 2 avantages fiscaux différents en matière de transmission et en matière de fiscalité sur les revenus. Je n'ai pas le temps de le détailler, mais ne pas avoir de contrat d'assurance vie, à mon avis, c'est une erreur. Mieux vaut l'avoir au Luxembourg. Pourquoi ? Alors, déjà, pourquoi plus le Luxembourg que la France ? En France, vous avez réglementairement une garantie à hauteur de 70 000 € par souscripteur et par assuré en cas de défaillance de la compagnie. Au Luxembourg, ça n'est pas plafonné, c'est l'épargne en compte qui est restituée en cas de défaillance de la compagnie. Deuxième élément, en France, l'ensemble des actifs de la compagnie servent de garantie aux créanciers. Et un épargnant, c'est pour ça qu'on appelle ça un intérêt de créance non négociable, un épargnant n'a qu'un droit de créance sur la compagnie. Ça veut dire qu'il ne va arriver qu'après que le trésor public, les organismes sociaux se soient payés. Et s'il reste quelque chose, c'est un créancier chirographaire, et en droit, on va lui dire, monsieur, le paiement est le prix de la course. Dépêchez-vous. Et autre variable extrêmement importante, c'est l'aspect comptable dont je vous parlais tout à l'heure. 80% de l'épargne des Français en assurance vie, c'est 1800 milliards, et 80% de cette épargne, elle est investie sur des dettes souveraines. Et quand vous investissez 100 € dans une compagnie d'assurance française sur un actif en euros, la compagnie d'assurance comptablement doit avoir une provision technique de 4%. Donc, 1800 milliards, 80% de 1800 milliards en actifs euros, 4% de 80%, ça fait à peu près 32% de l'actif qui doit être provisionné dans les comptes des compagnies d'assurance. 60 milliards. Demain, on a une crise systémique comme celle de 2008. À l'époque, les taux des actifs euros étaient autour de 5%. Il n'y a pas eu de rachat massif pour cette raison-là. Demain, il y a une crise systémique, une autre affaire Lehman Brothers. Alors, on va me dire, mais ça ne peut pas arriver, etc. Est-ce que vous avez déjà reçu un courrier de votre banque vous parlant de la loi Sapin 2 ? Ça vous parle ? La loi Sapin 2, elle traduit contractuellement le fait que vous allez perdre votre droit au rachat pendant 6 mois s'il y avait une crise systémique de cette nature. Ça veut dire que vous ne pourrez pas racheter vos liquidités dans le contrat d'assurance vie. Et donc, si demain, il y avait une crise systémique et qu'il y avait des rachats supérieurs au montant des provisions techniques, les compagnies d'assurance pourraient-elles payer ? Moi, je vous dis non. Non, c'est pas possible. Certaines oui, toutes non. C'est pour ça que les ratios sur fonds propres sont importants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit les ratios d'endettement sur le PIB de la France et du Luxembourg, je préfère mettre l'argent de mes clients au Luxembourg, où il y a une garantie sur la totalité de l'épargne en compte, pas investie. C'est-à-dire que si vous mettez 100, qu'il y a 150, vous avez une garantie de 150. Si vous mettez 100, vous avez des rachats, que les marchés ont chuté comme depuis le début de l'année, et que vous n'avez plus que 70, vous n'aurez une garantie qu'à 70. Mais elle n'est pas plafonnée. Et vous êtes un créancier privilégié au Luxembourg, vous n'êtes pas un créancier chirographaire. Et c'est la raison pour laquelle on a des centaines de millions d'euros pour le compte de nos clients déposés dans des grandes compagnies d'assurance luxembourgeoises, Allianz, Generali, Lombard, etc. Parce qu'on y éprouve plus de sécurité à y déposer ces actifs-là, parce qu'il y a ce risque de sinistre par rapport aux actifs euros, concrétisé par la loi Sapin 2, et ce n'est pas qu'une hypothèse d'école, et que la garantie n'est donnée qu'à hauteur de 70 000 €. Voilà. C'est pour ça que l'assurance et l'enveloppe fiscale luxembourgeoise, si vous rentrez en France, c'est un contrat français, et si vous êtes en Italie, c'est exonéré de droits de mutation à titre gratuit. Par contre, après, vous avez la problématique de la retenue à la source de 10% sur les contrats français, 0 sur un contrat luxembourgeois. Par contre, vous aurez 26% en Italie sur les retraits que vous pourriez faire, y compris sur un contrat luxembourgeois.
Donc l'assurance vie, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, c'est important d'en avoir. S'il y a des gros montants, ben, à mon avis, il faut être raisonnable. Dans les solutions, on adore faire du non-coté. Si vous allez sur notre site public, vous ne verrez rien sur le non-coté parce qu'on ne fait pas appel public à l'épargne. Et dès lors qu'on ne fait pas appel public à l'épargne, on n'a pas le droit de communiquer dessus. Quand quelqu'un veut des informations, il doit nous envoyer un email, nous dire « Je souhaiterais avoir des informations sur les instruments non-cotés qui existent sur le marché ». Et très souvent, les gens sur le non-coté font l'amalgame entre le non-coté et le private equity. Or, le private equity n'est qu'une des branches du non-coté. Et dans le non-coté, il existe plein d'autres solutions contrôlées par l'AMF, et il y a deux manières d'investir sur ces autres solutions. Soit vous passez par des plateformes de crowdfunding, soit vous passez par un autre article du Code monétaire et financier, c'est celui qu'on utilise, où nous requalifions un investisseur particulier comme professionnel sur option. C'est ce que dit le texte, et c'est le Code monétaire et financier, et le ticket d'entrée minimum est de 100 000 €. Et donc on a une gamme extrêmement large d'opérations sur des émissions obligataires, etc. Et ce n'est pas le groupe Equance qui les émet, puisque quand on fait ce type d'opération, l'AMF nous impose au travers du Code monétaire et financier de passer par ce qu'on appelle un PSI, un prestataire de services d'investissement, qui est un établissement financier qui va, sur notre cahier des charges, structurer l'opération. Et donc on fait des émissions obligataires à 6%, à 8%, avec des sous-jacents très différents. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Parisiens ici, mais moi, quand j'étais étudiant, je suis bordelais, mais quand j'étais étudiant à Paris, le vendredi, on allait à Saint-Michel et puis on allait voir un film à l'UGC Gaumont, place de l'Odéon. On s'en rappelle tous, enfin, tous ceux qui ont vécu à Paris. Et bien, le 31 janvier, l'UGC Gaumont va disparaître et il y aura une boutique Gap à la place. Et c'est le groupe Equance qui a financé l'opération. On a fait une émission obligataire de 5,5 millions à 8,5% par an sur 24 mois avec une garantie par une société de caution mutuelle en parallèle. Voilà. Donc on fait plein de choses comme ça qui sortent des sentiers battus. Pourquoi? Parce que faire gagner de l'argent à nos clients sur les marchés financiers, c'est difficile. C'est difficile. On voit bien que le momentum où on rentre est déterminant. Quand on passe sur le non-coté, on ne prend pas plus de risques. Par contre, on est dans l'économie réelle. Voilà. Alors, on fait aussi du private equity. Le private equity, 8 fois sur 10, on gagne de l'argent, mais 2 fois sur 10, on peut tout perdre. Ce n'est pas la martingale. Voilà. Donc, nous, on n'a jamais tout fait perdre à nos clients. Ça ne nous est jamais arrivé, ça aurait pu arriver. On peut se tromper. Notre plus belle opération qui s'est dénouée, c'est le compte Nickel. Je ne sais pas si vous connaissez le compte Nickel en France. C'est un compte bancaire qui est dédié aux interdits bancaires, qu'on ouvre chez les débitants de tabac, et c'est le groupe BNP Paribas qui a racheté le compte Nickel. Voilà. Le compte Nickel a été créé en 2013, on avait levé 5 millions d'euros, et nos clients, en 3 ans et demi, ont fait x 8,5. Donc c'était une très belle opération. Donc, dans mon côté, il y a plein d'opérations. On a fait rentrer pas mal de nos clients dans une opération que vous avez pu voir si vous êtes amateur d'automobile et d'automobile verte. Le président Macron, lorsqu'il a visité le salon de moto, il y a passé 20 minutes, sur l'Opium Machina, le véhicule de sport français, c'est un véhicule français à hydrogène, voilà, à hydrogène vert. On a fait la levée de fonds et on est plutôt content pour l'instant, tant que ça ne s'est pas dénoué. Nos clients sont rentrés à 1 euro, le titre est à 14 pour 100 000 euros. Donc c'est une très belle opération, mais on ne sera fixé que le jour où on pourra en sortir, mais le titre aujourd'hui est coté, donc il a une véritable liquidité. Je vais terminer sur le marché immobilier. J'ai fait l'apologie des SCPI parce que nous on y croit, on a 700 millions de stocks en SCPI dans le groupe, on arrive à les financer, on a des accords bancaires qui nous permettent de financer à peu près tous les profils de clients en architecture ouverte. C'est-à-dire que si vous allez voir HSBC, vous lui dites à votre banquier « je voudrais acheter la SCPI Intel », il va vous répondre « non, non, c'est la SCPI Élysée Pierre d'HSBC qu'il va falloir acheter, sinon je ne peux pas vous la financer », même si vous êtes un client domestique de la banque. Donc nous, on est en architecture ouverte et on arrive à financer dans d'assez bonnes conditions encore nos clients. Et aujourd'hui, les gens nous disent « mais les taux sont montés, on est à 4… sur de l'immobilier, on est à 2,5 alors qu'on était à moins de 1 il y a quelques mois. Sur de la SCPI, on était à 1,95, on est à 4%, mais c'est très cher. Erreur. Pourquoi? Parce qu'avec une inflation à 6, un point de taux sur 15 ans, que ce soit un point de taux sur un crédit à la baisse ou un point d'inflation, c'est 10% du prix sur 15 ans. Quand on s'endette à 4 avec une inflation de 6, c'est 20% en euros constants qu'on ne remboursera pas.
La nue propriété, il y a de très belles opérations. C'est un outil très intelligent fiscalement si on a les moyens de le rembourser à crédit ou si on a le moyen de transformer de l'IFI en bien en nue propriété, puisque c'est l'usufruitier qui porte l'IFI. En l'occurrence là, vous seriez nu propriétaire. Et quand on les achète à crédit, eh bien on est dans la catégorie fiscale des revenus fonciers, et donc les intérêts d'emprunt d'une opération en nue propriété pourraient venir gommer vos résultats fonciers taxables à 20 ou 30%, plus les 7,5%. Et donc il y a un vrai marché qui se développe, et on peut acheter des parts de SCPI également en nue propriété. On peut aussi acheter des parts qu'en usufruit temporaire. On a eu le cas très récemment d'un retraité de 80 ans qui n'avait pas d'enfant. Il me dit, moi j'ai une espérance de vie à 80 ans qui est limitée. Et donc, qu'est-ce que vous me recommandez? Eh bien, on lui a fait un usufruit temporaire sur 10 ans. Et le barème fiscal du 669 du CGI de l'usufruit temporaire, il est de 23%. Ça veut dire qu'il a mis 100 000 euros, divisé par 0,23, et il a eu les revenus sur, faites-le à la machine, sur 600 ou 700 000 euros, mais au bout de 10 ans, il avait consommé son capital. Donc, on arrive à faire des choses extrêmement intelligentes à partir du moment où on a bien compris les besoins et mis en adéquation l'expression d'un besoin avec la solution. Et donc, la nue propriété, c'est un véhicule extrêmement intelligent. Le régime de droit commun des déficits fonciers, c'est les travaux que vous pouvez passer en charge dès lors que le locataire est locataire au titre de sa résidence principale, et il faut qu'il reste 3 ans de plus après le passage du dernier déficit. Et vous pouvez passer en charge les travaux, les intérêts d'emprunt plafonnés aux revenus, les charges de copropriété, la taxe foncière, etc. Et la transformation ou l'acquisition de biens en meublé, c'est un vrai sujet, un peu moins sexy depuis maintenant que dès qu'on dépasse les 23 000 euros de recettes TTC annuelles, on passe automatiquement en professionnel, et sauf les résidences de tourisme, on a les cotisations sociales qui représentent 35% du résultat comptable, donc c'est quand même un peu moins sexy. On peut transformer un bien de location nue en location meublée au changement de locataire, mais attention, il faut savoir que c'est quand même très réglementé. Pour les villes de plus de 200 000 habitants, il faut demander l'autorisation à la mairie ou au préfet, je ne sais plus, et que le règlement de copropriété le permette. Et auquel cas, par contre, même si vous détenez le bien depuis 10 ans, vous êtes soumis au 197 A 20 30 plus 7,5. Et là, vous aurez toujours la même fiscalité si vous êtes non professionnel, donc moins de 23 000 euros de recettes TTC annuelles. Et par contre, vous aurez le droit d'amortir l'immeuble, même si vous le détenez depuis plus de 10 ou 15 ans. Et enfin, les SCPI, j'en ai fait assez l'apologie, mais c'est vrai que les SCPI européennes, aujourd'hui, ont un véritable engouement par la qualité du patrimoine, par la qualité de leur performance. Et elles ont passé la crise de 2008, la pandémie, sans sinistre. Et avec une fiscalité optimisée. Voilà.